Poitiers possède un patrimoine d'une richesse exceptionnelle. Et pour cause, elle fut une importante cité romaine, puis une capitale religieuse et politique incontournable en Europe au Moyen-Âge. Mais on aurait tort de croire que seule compte cette prestigieuse histoire. Aujourd'hui, je vous emmène, en compagnie de Bertrand Louis, à la découverte d'un visage plus contemporain de la cité. J'aime beaucoup cette ville parce qu'elle est chargée d'histoire. Il y a un patrimoine remarquable avec beaucoup de grands monuments, mais c'est une ville qui n'est pas figée, qui se renouvelle tout le temps et qui est très dynamique. J'en profiterai pour vous emmener à la rencontre de Guillaume Chiron, un artiste contemporain installé dans des friches industrielles reconverties en lieu d'expérimentation. C'est un endroit où je peux réaliser des choses que je ne peux pas faire chez moi, où je suis sur mon bureau ou dans mon atelier. Là, on a 3 mètres sous le plafond, des outils, des professionnels et des conseils qui me permettent de réaliser des choses comme des sculptures. Le temps d'un détour à Poitiers, j'aimerais bien savoir si vivre dans une ville d'art et d'histoire oblige à faire le deuil d'une certaine modernité. Poitiers, c'est d'abord un site exceptionnel. Un plateau situé à 50 mètres de hauteur, enserré entre 2 cours d'eau, qui offre une défense naturelle propice à l'installation des hommes dès l'Antiquité. Au IVe siècle, la ville devient le siège d'un évêché, scellant son destin religieux. Plus tard, au Moyen-Âge, Poitiers est la capitale d'une immense région qui va du Val-de-Loire jusqu'au sud-ouest. Bertrand Louis, responsable médiation patrimoine, m'a donné rendez-vous devant un monument prestigieux, incontournable. À chaque fois que je viens à Poitiers, je ne rate pas de venir admirer Notre-Dame-la-Grande, dont les origines remontent au XIe siècle. C'est vraiment le monument le plus emblématique. Oui, Notre-Dame-la-Grande, c'est vraiment le monument emblématique de notre ville. C'est aussi un modèle de l'architecture romane, avec cette façade sculptée notamment, peuplée d'animaux réels, de créatures fantastiques, de végétaux et de scènes religieuses. Explique-moi pourquoi on dit souvent que Poitiers, c'est la ville aux 100 clochers. Alors Poitiers, à l'époque médiévale particulièrement, avait un très grand nombre d'édifices religieux. Beaucoup d'églises, beaucoup de couvents et d'édifices religieux, notamment la cathédrale Saint-Pierre, qui est l'autre monument emblématique de la ville, qui se trouve en contrebas un peu plus loin. Et il s'y est passé un événement qui a marqué non seulement l'histoire de la région, mais surtout l'histoire de France. Oui, effectivement, dans cette cathédrale, Henri II Plantagenet, qui était roi d'Angleterre, et Aliénor d'Aquitaine se sont mariés. Et ils ont été les commanditaires de cette cathédrale et effectivement du vitrail qui se trouve à l'intérieur également. Quel est le bâtiment religieux le plus ancien ? Alors le plus ancien, c'est le baptistère Saint-Jean, qui date du 5e siècle. C'est un des plus anciens, on va rester modeste, un des plus anciens édifices religieux en Europe occidentale. Il se trouve à proximité de la cathédrale. On vient d'évoquer quelques-uns des monuments les plus prestigieux de Poitiers, mais je crois que tu veux me montrer d'autres choses, toi. Oui, effectivement, Eric, moi ce que je te propose, c'est de te faire découvrir d'autres aspects de cette ville, des aspects qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont un petit peu différents, peut-être un peu plus contemporains, enfin mon Poitiers à moi. Programme alléchant, on y va. Alors voilà, Eric, la première chose que je voulais te montrer, premier coup de cœur, il se trouve à l'intérieur de ce bâtiment. Alors cet édifice, c'est l'ancien théâtre cinéma de Poitiers.
Il a été ouvert au public en 1954 et il a été réalisé par Édouard Lardillier. C'est un architecte parisien, plutôt spécialisé dans les salles de spectacle. Et il a travaillé avec des architectes locaux, les frères Martineau notamment, qui sont très connus ici. Alors là, Et on il est en plein dans le style art déco. On est loin de l'ambiance médiévale. Ah oui, vraiment très très loin. On est vraiment dans le style de l'époque, années 50. Mais c'est pas tant pour ce bâtiment que je t'ai amené ici, c'est vraiment pour ce qui se trouve à l'intérieur, qui est un vrai petit trésor. On y va. Alors voilà Eric, ce que je voulais te montrer, donc c'est le miroir de Pansart, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a été installé en 1957, donc 3 ans après l'ouverture au public du théâtre. Alors il fait environ 100 mètres carrés, il y a environ une 50aine de plaques de verre qui sont assemblées sur un châssis en bois. Et il représente les arts de la scène, puisqu'il y a du coup une logique par rapport aux usages du bâtiment. Alors on y trouve bien sûr la comédie italienne, le théâtre à l'antique, la musique, la danse, mais aussi le théâtre shakespearien. Je n'ai jamais vu un miroir de la sorte. C'est une technique particulière, non? Oui, alors c'est la technique du verre églomisé. Alors c'est une technique un peu complexe et très subtile qui consiste à travailler le miroir par l'arrière, à le gratter, à dessiner, construire les motifs avec des sels ou des acides, et après à dessiner les personnages et à les faire apparaître avec de la peinture, de l'argenture ou de la dorure. On est quoi dans quand même quelque chose d'assez représentatif des arts décoratifs, hein? Oui, ce miroir, c'est véritablement un chef-d'œuvre des arts décoratifs du XXe siècle, issu des ateliers de Robert Pansart, qui est quand même un des grands maîtres verriers de la première moitié du XXe siècle. Il en a fait énormément. Il a beaucoup travaillé notamment sur les paquebots transatlantiques. Et ce miroir, c'est une de ses dernières grandes œuvres. Et ce qui est important à souligner, c'est que c'est le dernier décor conservé dans son intégralité dans le lieu pour lequel il a été imaginé et construit. Parmi les monuments les plus anciens de Poitiers, j'aime particulièrement le Palais Comtal, qui fut la résidence des fameux ducs comtes d'Aquitaine. Au XIIe siècle, la fameuse Aliénor d'Aquitaine y fait aménager une grande salle pour y organiser notamment des somptueux festins. J'ai eu l'occasion de visiter cet endroit lors d'une exposition d'art contemporain et j'en garde un grand souvenir car cela mettait particulièrement bien en valeur les dimensions exceptionnelles du lieu. 50 mètres de long, 17 mètres de large, plus de 15 mètres de hauteur. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, cette salle d'apparat était la plus vaste d'Europe. Dès le premier regard, je comprends que ton choix suivant est là encore très contemporain. Oui, complètement. C'est le deuxième lieu que je voulais te montrer aujourd'hui. Donc c'est la médiathèque François Mitterrand. Elle a été ouverte au public en 1996. Elle est due à 3 architectes, Sylvain Giacomasi et les frères Laurent et Hervé Baudouin, qui ont travaillé à cet édifice très contemporain et qui, malgré tout, s'insère parfaitement dans le tissu urbain et dans cette ville qui a une forte valeur patrimoniale. Ça devait être un sacré défi quand même, parce qu'effectivement, des façades à pans de bois, il y en a partout, et là tout d'un coup, on vient mettre un bâtiment très moderne, comme tu le dis. Oui, c'est tout le travail de ce trio d'architectes qui a travaillé notamment sur les matériaux, le bois, le béton, le verre et les couleurs pour que cette médiathèque puisse s'intégrer parfaitement à son environnement. Tu me fais découvrir l'intérieur ? Oui, allons-y, c'est parti.
beaucoup les formes géométriques qui se répondent, le jeu avec les entrées de lumière. Finalement, je découvre que tu es un peu comme moi. C'est-à-dire t'aimes le patrimoine ancien, mais également le patrimoine moderne. Oui, j'aime beaucoup l'architecture contemporaine et ça se matérialise concrètement ici avec ce jeu des vides, des pleins, les alcôves suspendues, les décrochés de balcons. C'est un bâtiment qui est très très chouette pour ça. La médiathèque François Mitterrand est l'une des plus riches de France, notamment pour ce qui est de sa collection d'archives et d'ouvrages médiévaux. Parmi les 300 000 documents iconographiques, les 80 000 livres, accessibles en grande partie gratuitement en ligne, on trouve des manuscrits uniques au monde. Karine Minet veille sur ces trésors inestimables. Karine, tu nous as préparé quelques ouvrages, quelques documents, j'imagine, parmi les plus intéressants, les plus précieux. Déjà, je constate que tu as quand même un conditionnement particulier sur celui-ci. Tout à fait, ce sont des boîtes de conservation. On est d'autant plus sensible depuis les grands événements de Notre-Dame de Paris à la conservation des documents et à leur transport en cas de sinistre pour que le document ne bouge pas s'il est pris à plat ou s'il est pris à bras-le-corps par les pompiers en cas d'intervention. Donc voilà, ce que je t'ai réservé, c'est la bulle pontificale que Eugène II a rédigée pour permettre à Poitiers d'établir son université en 1431. Alors, il y a eu, je crois, une université à Paris au XIIe siècle, XIIIe pour Toulouse, mais Poitiers fait partie des premières universités en France et du coup aussi en Europe. Tout à fait, ça fait partie du groupe des universités du XVe siècle qui se sont installées dans des villes de province et qui ont accueilli des grands noms par la suite. Tu connais bien sûr Rabelais. Ah, il a étudié ici? Il a étudié ici. On a peut-être un peu moins connu, c'est Vol-Sainte-Marthe, Tiraco, Du Bellay. Voilà, quelques noms célèbres d'universitaires qui sont venus faire leurs humanités, comme on disait à l'époque, à Poitiers. Tu as le lac qui est en fil de soie. Jaune, bon, qui évidemment avec le temps est un peu passé, et la bulle pontificale, donc tu la vois bien là, qui est en plomb, avec le Eugénius, pape, voilà. Et puis au dos, tu vois. Donc le document que tu es en train de toucher, il a été également touché par le pape au XVe siècle. Alors peut-être, ou par au moins son équipe de rédacteurs. Mais ça veut dire ça nous met en relation, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Mon regard est attiré par le document suivant. Vision de Poitiers, on voit bien là d'ailleurs que c'est un plateau, ce qui n'est pas facile à remarquer aujourd'hui. Quelle période? C'est une vue de la fin du XVIe siècle. Comme tu peux le voir, il y a les remparts. Alors, immense rempart, constitué à la période antique et après au Moyen-Âge. Combien au total faisait-il dans la plus grande période? Plus de 6 km, 6 km 5, c'est ce que rapportent les textes, c'est ce qu'on voit aussi dans la ville encore. Avec beaucoup de tours d'ailleurs. Tout à fait, tu vois, il y a des tours même fortifiées avec des ponts fortifiés. Donc c'est vraiment une goutte, la ville de Poitiers, enserrée par le Clin, donc qui est tout autour. On voit encore qu'on a des prés, près de l'évêque, près du roi. Et puis on voit cette fortification naturelle qui est apportée par la rivière, renforcée par les remparts. J'imagine que tu as gardé pour la fin un objet encore plus étonnant, plus précieux. Tout à fait. Petit ouvrage, je vais l'ouvrir. Ouf. Ah oui, alors immédiatement, on est dans l'ambiance, une enluminure. De quoi s'agit-il et quelle période? Alors cet ouvrage, c'est un livre d'heures. Ce sont les heures qui permettent aux particuliers de suivre le rythme de la vie religieuse. Donc c'est toutes les 3 heures. Les fameuses matines, le matin et ce qui suit. Etc. Donc il y aura 8, 3 x 8, 24, 24 heures. Et donc ce livre d'heures à l'usage des particuliers permettait de suivre la messe chez eux ou en déplacement. Quelle date alors? 1480 à peu près. Et c'est un ouvrage qui a été enluminé par Robinet Testard, ou le maître Yvon Dufou. Donc on est vraiment sur un atelier de grande qualité avec des images comme ça, des enluminures qui sont en pleine page de très belles factures. Il y a un arrière-plan là, oui. dans les bleus. D'ailleurs, le bleu, on ne le trouve pas dans la nature facilement. Comment on obtient du bleu à cette période-là? Alors le bleu, il est fabriqué avec le lapis lazuli. Donc c'est une pierre qui est assez chère, qui vient évidemment... Ça veut dire qu'on va broyer la pierre, voilà, mettre pour un créer liant, le pigment. tout à fait. Ou quand on était un peu moins riche, on utilisait de l'azurite, qui était un peu le bas de gamme du bleu.
je m'attarde un peu sur cette page parce que mon regard est inévitablement attiré par cette jolie demoiselle, très dénudée. De quelle scène s'agit-il? C'est un récit biblique? C'est un récit biblique, c'est Bethsabée au bain, qui avait été convoité et qui est associé avec David. Et ici, on a Urié qui est tué lors d'un tournoi. Un grand merci, Karine, car je sais plaisir. qu'il est rare de sortir ces objets. Tout à fait. Et encore une fois, j'étais très ému de pouvoir les manipuler, les toucher et surtout les admirer. Je vous emmène maintenant à une dizaine de kilomètres de Poitiers, dans un endroit étonnant, les usines nouvelles de Ligugé. Un site aux vies multiples. Ce fut d'abord une minoterie, puis, au XIXe siècle, une filature s'installe. L'usine, qui a compté jusqu'à 400 ouvriers, a longtemps été la deuxième plus grande manufacture de la Vienne. En 2012, 4 trentenaires rachètent les 2 hectares, les 1500 mètres carrés de bâtiments abandonnés depuis plus de 30 ans. Objectif ? Reconstruire un espace de travail où métiers d'art côtoient ceux du numérique ou de l'environnement. Guillaume Chiron, artiste plasticien, y vient régulièrement pour travailler sur ces grandes pièces. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je te vois en train de t'affairer devant cette grande œuvre. Est-ce que tu peux me la présenter? Eh ben, c'est un collage, un tableau. En fait, c'est une silhouette de femme. J'ai retiré l'intérieur du visage et à l'intérieur, il y a un paysage un peu souterrain. À la base, c'est un collage, parce que moi, je fais du collage, que j'avais réalisé, mais simplement en 2 dimensions. Ah oui, ça y est, je retrouve effectivement. Mais je vois que tu es déjà passé un peu à la 3e dimension là-bas. Ah ben, c'est ça? ça, c'était une première exposition. Et puis après, pour une autre, j'ai eu envie de créer un effet de profondeur qu'on retrouve un peu la dimension de la grotte. Voilà, dans un 2e essai. Alors, que je comprenne bien le principe. En fait, moi, le spectateur, je me retrouve presque en me déplaçant à composer le tableau, c'est ça? L'idée, en fait, c'était de jouer avec le spectateur et qu'il se retrouve tout à coup avec un effet de profondeur, une sorte de trompe-l'œil. Et alors là, je m'en rends bien compte. Hein. Je suis là, je ne vois pas la tête de mort, hein, puisqu'en fait, c'est ça tout d'un coup qui apparaît. Et là, je suis là, je la vois parfaitement. Alors normalement, je sais que ça ne se fait pas, de demander un peu les secrets à un artiste, mais j'aimerais bien en comprendre le principe. Tu montes les coulisses? Ok, c'est parti. Allez, je te suis. On repose ça là. On repose ça là. Hop. C'est un petit privilège, hein. Ça, normalement, personne ne le voit. Ah ben là, tu entres dans les coulisses. Tac. Après vous. Ah, mais en fait, c'est très très grand. Hein. On comprend vraiment bien comment tu travailles la perspective là, avec ces différents plans. C'est pas simple, c'est de la gamberge. Hein. Ah ben ça a été, préparé à la maison, à l'atelier. J'ai un coéquipier qui m'aide à fabriquer tout ça. Et on a essayé de réfléchir à comment créer cet effet de profondeur en multipliant plusieurs fois l'image, mais avec des tailles différentes et des découpes différentes pour créer ce crâne. Je comprends ta création, il y a du déplacement, on pousse, on ouvre. Ah ben, je suis joueur, hein. Moi j'ai envie de me faire plaisir et de faire plaisir aux gens. Donc pouvoir rentrer au cœur d'une exposition et que ça soit une grotte, c'est un rêve d'enfant en fait. Guillaume a fait ses études aux Beaux-Arts de Poitiers. Son travail de création, ses collages originaux, ses installations surprenantes, comme cette immense trace de pas sur le sol qu'on imagine laissée par un géant, lui valent une reconnaissance dans le monde de l'art contemporain. J'ai bien compris que le collage, on peut dire que c'est un peu au cœur de ta démarche artistique. J'archivais plein de vieux magazines depuis mes études, l'enfance, tout ça. Et puis un jour, j'ai décidé de les découper parce que j'arrivais pas, c'était trop précieux. Et puis j'ai commencé à faire des premiers collages, j'ai vu les réactions des gens.
Et puis voilà, le cheminement a fait que ça a pris de l'ampleur. Et puis aujourd'hui, c'est presque un rêve de pouvoir exposer, faire des livres. Alors, il y en a un qui est rigolo que tu appelles les feux de l'amour. C'est quoi le principe? C'est un hommage à ma grand-mère qui a gardé les feux de l'amour. Non, c'est en fait quand je travaille, je collectionne plein de vieilles archives et puis je fais que de les passer les unes avec les autres pour créer des dialogues, voir comment ça pourrait marcher ensemble. Et puis là, c'est vraiment le feu de l'amour entre une illustration où il y avait 2 allumettes, une allumée et une éteinte, et puis une scène de cinéma, je crois qu'il y avait Jean Marais à la base. Et les 2 images fonctionnaient totalement. Et puis voilà, c'est une petite histoire d'amour avec la flamme qui s'allume, l'autre qui est éteinte. Voilà. On peut te suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux. Alors là, j'adore le skater voilà, qui est sur un disque vinyle. Et puis la locomotive, le train électrique qui sort de la bouche. C'est assez ludique hein, quand même. Ton approche, il y a quelque chose de joyeux, je trouve. Je sais pas, je suis comme ça. Et il y a toujours un truc positif ou humoristique. Je joue sur les décalages. J'essaie de me faire plaisir et puis de faire plaisir aux gens, quoi. Il y a aussi quand même quelque chose de plus profond, parce que tu te moques de la modernité un peu derrière tout ça. Oui, parce que j'utilise des vieilles images qui ont une lecture aujourd'hui, et parfois on peut y voir un discours sur l'écologie, sur les relations hommes-femmes, sur l'urbanisme. J'ai hâte de voir tes prochaines expositions. Oui, moi aussi. On se reverra alors. Comme prévu, Bertrand se retrouve à Poitiers parce que je crois que tu veux me montrer un endroit qui te tient à cœur. On n'est plus dans le centre historique, on n'est plus sur le plateau, on est en contrebas, on est au bord du Clin, une des 2 rivières qui coule à Poitiers. Et je voulais te montrer l'île aux Tisons, un lieu qui est chargé d'histoire, mais qui récemment a connu une grande évolution. Une deuxième jeunesse. Une deuxième jeunesse, Là exactement. encore. Alors Tizon, c'est un lieu qui a une très 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 longue histoire et il était connu notamment pour ses activités liées à l'eau, forcément, activités industrielles ou activités de loisirs. On sait qu'il y avait des moulins déjà dès l'époque médiévale et des moulins qui ont évolué, qui se sont transformés, notamment celui qu'on a derrière qui est devenu une scierie, désormais réhabilitée en halle pour accueillir du public. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ici l'été? Raconte-moi. Alors ici, c'est un véritable lieu de vie hein, où tous les Poitevins se retrouvent l'été. Il y a des spectacles, il y a des cours de gym notamment et une guinguette également. Non, c'est un lieu qui est très 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 vivant dès le printemps et jusqu'à la fin de l'été. Alors on est sur une passerelle, il y a donc 2 rives. Là, derrière moi, j'aperçois un peu des vestiges un peu bizarres, blancs. Qu'est-ce que c'était cet endroit? Alors derrière, c'était une guinguette, la guinguette de la famille Joutot qui s'est installée au début du XXe siècle. Donc effectivement, il y a donc les vestiges de la piscine qu'on voit derrière toi, avec les structures en béton qui accueillaient donc les cabines au rez-de-chaussée et à l'étage, et également le plongeoir qui partait de cette structure béton et qui allait jusqu'au-dessus du Clin, avec le bassin en dessous qui faisait environ 50 mètres de long. J'ai compris dans le visage que tu m'as fait découvrir de Poitiers que finalement, vivre dans une ville avec un riche patrimoine, ça ne contraint pas à abandonner l'idée de modernité. Exactement. Poitiers, c'est pas une ville qui est muséifiée, qui est figée sur elle-même. C'est une ville de patrimoine très important, c'est son atout majeur, mais c'est une ville qui se reconstruit toujours sur elle-même, qui est toujours en mouvement et qui ne reste pas figée dans le passé. Pour terminer cette émission, je tenais à partager avec vous mon coup de cœur. Il s'agit de la Fanzinothèque installée depuis 1989 dans le confort moderne, un lieu de concert, d'exposition, installé là encore dans d'anciennes friches industrielles.
La Fanzinothèque est le seul lieu en France dédié à ce qu'on appelle les fanzines, ces ouvrages créés par des amateurs hors des circuits commerciaux, très étonnants sur la forme et le fond, où s'exprime beaucoup de créativité et d'inventivité. On compte plus de 50 000 exemplaires ici, ce qui en fait la plus grande collection au monde. Poitiers, ville réputée pour son patrimoine ancien, est donc aussi une capitale de cette contre-culture née en pleine période rock. On peut légitimement se demander pourquoi la ville sait si bien vivre avec son temps. La réponse se trouve probablement dans le fait qu'on trouve ici beaucoup d'étudiants. Ils représentent le quart de la population totale, ce qui fait de Poitiers la ville la plus étudiante de France.